Salut Internet, troisième épisode de la chaîne Disgrâce. Je voulais faire aujourd'hui un épisode sur la foi. J'avais parlé dans mon tout premier épisode, encore une fois, j'avais fait un panorama de tous les sujets que je pouvais traiter un petit peu sur cette chaîne. Et il y en a un particulièrement aussi alors l'épisode précédent était sur la philosophie, hein, ma définition de la philosophie et sur son utilité surtout, parce que je pense que ça c'est un gros sujet. Je pense que je referai un épisode là-dessus parce que à mon sens il est très important. Mais là, en fait, je voulais procéder à une continuité de la philosophie en lien avec la foi. Parce que je pense que en fait, les questions de foi, en fait, alors, pas de religion, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai bien précisé dans l'épisode précédent sur la philosophie, ou non, le premier épisode, pardon, de présentation de la chaîne, où j'ai bien précisé que il fallait bien faire la distinction, en tout cas c'est une distinction que je fais moi, entre la religion, les confessions, et la foi avec un grand F. J'irai une foi générique en fait, une foi qui traverse un petit peu toutes les confessions, une foi qui traverse en fait les dogmes en fait, hein. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, parce que personnellement je suis du genre à laisser un peu le dogme de côté. Je pense que le dogme c'est quelque chose qu'il faut savoir mettre de côté en fait, parce que le dogme c'est par définition c'est exactement ce qui enferme, c'est exactement par définition ce qui empêche de penser, ce qui empêche... alors, est-ce que penser signifie obligatoirement penser comment dire, dans le non conventionnel, on va dire en disruptif? Est-ce que c'est ça la définition de penser? Pas forcément, je suis pas de cet avis-là. On peut très bien penser à l'intérieur d'un cadre. Mais je pense que l'activité de penser, c'est aussi, pas uniquement, je viens de le dire, mais c'est aussi quelque chose qui permet de sortir d'un certain cadre. C'est justement quelque chose c'est une activité, donc je faisais référence aux activités physiques dans le précédent épisode, mais c'est une activité, qui est, je pense, qui est intimement transgressive en fait, intimement, c'est-à-dire penser, c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre des statu quo, des faits établis, des systèmes bien ancrés. Il me semble que vraiment il y a ces deux aspects-là. Il y a cet aspect où il est question de penser à l'intérieur de cadres, où il est question de cultiver ce que nous possédons déjà, ce que nous cultivons, enfin ce qui est déjà présent en fait, ce qui est déjà existant. Bien sûr, bien évidemment. Je disais dans l'épisode précédent, la philosophie c'est quelque chose d'enraciné. Alors c'est enraciné, je disais, dans le présent, mais c'est enraciné dans le présent, mais le présent, lui, il vient pas de nulle part. Il vient, on va dire qu'il vient du passé. On peut dire qu'il vient du passé. Alors ça peut paraître très trivial, ce que je suis en train de dire, que le présent vient du passé. Ça paraît très trivial, mais je pense que c'est important de rappeler ce genre d'évidence. C'est un peu sociologique, hein. Je pense que c'est important de rappeler ce genre d'évidence parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance trop facilement à oublier. Voilà, alors je récapitule. Le présent, le présent vient du passé. Le présent est enraciné. La pensée s'enracine dans le présent. Mais le présent, il découle d'une histoire à un moment donné. Il est bien influé, il est bien orienté par une histoire. Ça me semble évident. Mais le problème, c'est que on n'est pas censé se contenter de ça. On n'est pas censé passer notre vie à dire il y a un passé, il y a un présent, et puis terminé. On n'est pas censé faire ça, surtout en philosophie. En philosophie, on est censé, et c'était le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est que la philosophie,
c'est quelque chose qui est censé ouvrir, c'est quelque chose qui est censé projeter, c'est quelque chose qui est censé imaginer. C'est quelque chose qui est censé proposer en tout cas des visions. Alors vous allez peut-être me dire que c'est des projets, la définition de ces projets-là, ils sont politiques la plupart du temps. C'est vrai, il y a une grosse, je dirais même qu'il y a une grosse, comment dire, un gros parasitage de la pensée, de la philosophie par la politique. J'aurais tendance à être d'accord avec ça. La philosophie aujourd'hui est parasitée. J'ai un commentaire de la vidéo précédente qui me demandait avons-nous de grands philosophes aujourd'hui? C'est une excellente question. Est-ce qu'on a aujourd'hui de grands philosophes? Je pense qu'on en a, mais que le statut de la philosophie il a évolué, que les philosophes eux-mêmes dans un certain sens ont évolué, et que aussi finalement la philosophie enfin la société, pardon, c'est la société qui a évolué aussi, et que moi j'ai eu dans mes cours de master en philosophie, j'ai eu un cours sur penser le contemporain, et le présupposé dans ce cours, c'était celui qui consistait à dire que penser le contemporain, c'était quelque chose d'impossible, parce que faire des bilans, faire des analyses, faire procéder à des critiques, toutes ces choses-là prennent du temps, ça prend du temps. Donc, et étant donné qu'on vit dans un monde qui va très vite, et où la société va de plus en plus vite, il est de plus en plus compliqué en fait d'avoir une pensée actuelle. Ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une pensée actuelle, parce que les choses vont de plus en plus vite dans notre société. Donc je disais, c'est penser le contemporain, c'est très compliqué. Avons-nous aujourd'hui des grands philosophes? Je pense que c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. On peut pas y répondre là comme ça, c'est pas possible. Je disais en réponse à ce commentaire, je disais que il y avait aussi une histoire de. Donc je disais, il y a une évolution de la société, et donc c'est la grande question, je pense, en dehors de se demander si, au-delà en fait de se demander si on a des grands penseurs et des grands philosophes à l'heure actuelle. Je pense que c'est un peu pour ça que je fais cette chaîne d'ailleurs, c'est exactement pour cette raison-là, c'est parce que je pense que la philosophie, en fait, finalement, à notre époque, à ce stade de notre évolution, la philosophie, c'est quelque chose qu'il faut se réapproprier. Chacun d'entre nous, on doit se réapproprier la philosophie, on doit se redemander constamment ce qu'est penser. On doit se questionner constamment sur l'utilité du fait de penser. Qu'est-ce que c'est que penser? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est le sujet de mon précédent épisode, hein, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu. Mais donc je disais en préambule, je disais que je voulais faire cet épisode-là. Alors c'est un peu tard, le sujet arrive un peu tard, mais je pense que là où la philosophie est une sagesse du passé, et qui cherche à s'actualiser, c'est exactement le lieu où la suite de l'histoire est une question incertaine, parfaitement incertaine. C'est une question parfaitement spirituelle, c'est une question parfaitement liée à la foi. C'est une question qui est liée à ce que l'on croit, tous autant qu'on est. C'est une question qui est liée... Alors c'est une question très morale, très éthique. C'est une question en fait qui nous amène à ce que on essaye de projeter, enfin de dérouler la logique sur une étape qui n'est pas encore présente, enfin sur des réalités qui ne sont pas encore présentes. C'est le projet de la politique, c'est l'idée de la politique. Le problème, c'est que la politique, elle est assujettie à un système qui, lui, pour le coup, est archaïque. Je le pense, je le crois très sincèrement. Ce système est
et en tout cas en France, ce système est vraiment archaïque, il est vieux, il est trop vieux même, je dirais, qu'il serait sans doute temps d'y revenir, qu'il serait sans doute temps de... Alors comment? Ben ça, j'ai pas de réponse particulière, mais je pense que à ce sujet, je pense que justement, la politique, tout particulièrement à ce sujet-là, à ce niveau-là, la politique manque cruellement de foi et de spiritualité. On n'entend jamais de politiciens parler véritablement de comment de alors oui, de projet, ils parlent de projet, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne touchent personne. On le voit, enfin je veux dire, moi personnellement, je disais dans ma toute première vidéo, mon tout premier épisode, je disais que je suis un grand consommateur de, de vidéos YouTube, d'actualité politique, etc. etc. Et que je vois très rarement, trop rarement la politique se rapprocher des gens, se rapprocher de la réalité des choses. Je parlais du concret aussi, salut les pigeons, je parlais de l'importance de la définition du concret dans la philosophie, concret versus abstrait, hein. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est ce qu'on appelle des dichotomies. Ça fait partie des dichotomies, des djihad en philosophie. C'est des idées qui vont ensemble et qui ne peuvent pas être dissociées. Le concret et l'abstrait. Et donc on voit bien que on voit bien que ces gens-là voguent dans un ciel d'idées qui, pour le coup, est complètement déraciné. Et ils ne touchent personne. Une fois de temps en temps, on entend certains dire... alors moi, je suis pas coloré hein, politiquement. D'ailleurs, c'est pas le sujet de la chaîne. Mais je pense que le sujet de la foi, le sujet de ce que l'on croit, alors ce que je peux croire moi, ce que vous pouvez croire vous, ce que les autres peuvent croire, ça c'est un sujet philosophique qui, à mon sens, a été complètement délaissé, qui pourtant, à une époque... a pour le coup vraiment assujetti la philosophie. Hein. Je rappelle que la théologie, enfin la philosophie, par exemple pendant le Moyen-Âge, pendant la période du Moyen-Âge, la philosophie existait, mais elle était totalement mise sous la tutelle de la théologie, du clergé. Des curés, des pasteurs, des hommes de foi, du pape, de l'église en fait. C'était l'église qui était censée détenir la morale, la vérité, je ne sais pas si on peut dire ça, qui détenait la parole. C'est l'église qui détenait la parole, parce que la parole était écrite dans les écrits saints, et que c'était dans ces écrits saints qu'on pouvait être guidé. Et donc la philosophie à cette époque-là, elle était complètement sous tutelle de la théologie et de l'Église. Complètement. Aujourd'hui, c'est même pas devenu l'inverse. On a perdu à la fois l'un et à la fois l'autre. Alors pas totalement les deux, j'ai envie de dire en fait. Finalement, on n'a pas totalement perdu la philosophie, on n'a pas totalement perdu la foi. Bien évidemment, l'Église reste, l'Église continue de perdurer. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le champ social, dans la société tout entière, la foi, c'est devenu quelque chose de complètement obsolète. Complètement. Et je crois, personnellement, que ça, c'est très dommage, en fait. Je pense que la foi, c'est quelque chose d'intimement moderne, la foi. C'est vraiment quelque chose de très moderne, dans le sens où la foi est très personnelle. Et nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient peut-être la foi, d'une façon ou d'une autre, même si elle n'était pas pieuse, même si elle n'était pas parfaitement, par exemple en France catholique, hein, par exemple c'est vrai que c'est clair que le catholicisme en France est une réalité. Bon, maintenant ça l'est de moins en moins, mais quelle que soit la confession en fait, quelle que soit la religion, quelle que soit cette réalité-là, ils avaient
nos ancêtres avaient la foi. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand on est un petit peu observateur de la vie publique, ce que je suis assez particulièrement, enfin en tout cas ce que je m'efforce d'être tout particulièrement, personnellement, à titre personnel, on voit très clairement que la foi c'est quelque chose qui soit a été perdu parce que oublié, soit considéré comme dépassé quoi, considéré comme dépassé. Et moi ce que je dis, c'est que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Se poser constamment, quotidiennement la question de ce que l'on croit, c'est parfaitement moderne. Parfaitement moderne. Et donc là, c'est pas cette vidéo-là n'était pas, cet épisode-là n'était pas sur ce que je crois moi tout particulièrement, même si c'est un petit peu l'esprit de la chaîne, c'est un peu à travers de cette chaîne-là que j'espère dérouler tout un tas de croyances, alors de convictions, de croyances. Je préfère parler de convictions plutôt de croyances parce que le terme de croyance c'est vraiment quelque chose qui, je pense, vraiment sémantiquement, qui fait plutôt référence à quelque chose de pas stable en fait. La croyance pour moi c'est quelque chose, la croyance qui est soumis à de nombreux biais cognitifs. Donc je préfère parler de conviction parce que la conviction, je vais beaucoup plus facilement être en proie à la remettre en question. Je vais beaucoup plus facilement me dire bon, j'ai cette conviction là, mais il est tout à fait possible que demain je change cette conviction parce que je n'avais pas toutes les informations, parce que j'étais pas, parce que je manquais de lucidité, parce que je manquais d'informations, parce que je manquais de réflexion aussi. Hein. Encore une fois, je disais, j'ai personnellement j'ai zéro prétention, j'ai aucune prétention. Je disais dans mon second épisode que la philosophie c'est une discipline qui est foncièrement humble, je crois. En tout cas, c'est la philosophie que j'espère mettre en avant. Et donc, je vais essayer de conclure. Cette question de foi là, elle est vraiment très importante parce que on va essayer constamment d'aller chercher en fait en nous, en soi, on va essayer d'aller chercher ce qui a le plus d'influence sur nous, parce que s'il y a quelque chose qui me semble clair et que n'importe qui, je pense, pourrait confirmer, c'est que les croyances, les convictions, ce sont des choses qui sont très sensibles, très sensibles, très susceptibles, très compliquées à modifier, à transformer, pourquoi ? Parce que on a un instinct de survie, on a un instinct de conservation, et que à un moment donné, notre identité culturelle est rattachée à notre cohérence et à notre intégrité physique au quotidien. On est censé, je disais dans l'épisode précédent, on est censé être cohérent entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on projette de faire. On est censé être cohérent entre toutes ces choses-là. Et je ne vois pas comment, en dehors de ces préceptes, c'est très compliqué de dire précepte, je ne vais pas dire précepte, mais je vais dire en dehors de... Pour moi, qui me semble parfaitement logique, ça me semble parfaitement logique d'être cohérent du début jusqu'à la fin entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on projette de faire. Et même, dans un certain sens, ce qu'on ressent. C'est ça pour moi la foi. La foi, c'est ça. C'est être capable d'être attentif à toutes ces choses-là, d'être alerte à toutes ces choses-là, parce que c'est des questions qui sont très psychologiques, voire psychanalytiques. Ce sont des choses très personnelles, très intimes. Faut en prendre soin. Il faut en prendre soin, absolument. Mais en prendre soin, ça veut dire l'exercer. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Il faut exercer sa pensée, il faut exercer ses croyances. Donc là, je projette, enfin, j'étends la réflexion sur la question de la croyance, de la foi, parce que pour moi, c'est une continuité. Voilà. Ça fait déjà 20 minutes, hein. Encore une fois, le dernier épisode était
était long. Je fais un effort là, je fais 20 minutes. Pareil, j'essaye de pas trop dépasser. Écoutez, voilà, partagez, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour avoir les notifications des nouveaux épisodes. Commentez, n'hésitez pas à me faire des retours, je réponds autant que possible. Et puis voilà, merci à ceux qui me suivent déjà. Et merci pour vos vues. Et puis voilà, j'espère encore une fois faire quelque chose d'utile. Et je vous dis à la semaine prochaine, hein. Ciao.